Cléopâtre et la Société des architectes est sûrement l'un des plus beaux jeux de Dice the Wonder. Le matériel, en tout cas l'un des jeux où le matériel est le plus mirobolant. Voilà le terrain de jeu dans lequel on va jouer, c'est-à-dire les jardins, l'esplanade des sphinx, des pyramides, des statues d'Anubis, une Cléopâtre, pas forcément très énorme, hein, par contre c'est du plastique gris, des cartes, un tas de cartes. Là vous voyez pas en vidéo, mais je vais vous le montrer sur le côté. Nous avons un chantier avec tout plein de choses à construire, des obélisques, des sphinx, des portes, des murailles, un trône, des mosaïques, et aussi d'autres jetons que l'on va voir au cours de la partie. C'est un jeu de construction où on va construire pour Cléopâtre les éléments de son palais, qui est situé ici. L'objectif est d'être, à la fin, celui qui va gagner le plus de points de victoire, c'est-à-dire celui qui va créer le plus d'objets dans le palais de Cléopâtre. Mais attention, nous allons, ce qui fait la sève du jeu, c'est que nous allons nous aider de cartes qui vont être de moyens qui sont des moyens de corruption, et celui qui sera le plus corrompu à la fin de la partie, il sera jeté au dieu du crocodile, au dieu Sobek. Donc, être corrompu, oui, être le plus corrompu, surtout pas. Nous allons jouer donc en construisant des objets. Les objets à construire sont les objets que je vous ai montrés dans le chantier. Ce sont les objets que l'on peut retrouver dans l'aide, la carte aide ici. Nous avons donc tous les objets que l'on peut construire. Sur la carte, nous avons le nombre d'objets qu'il y a à construire. Ce qu'il faut pour construire, donc il y a 5 ressources qui sont des cartes. Les 5 ressources de base sont celles-ci. Les artisans, on en a besoin à chaque fois, avec un nombre plus ou moins élevé. Certains les appellent les esclaves. Le lapis lazuli, le bois, le marbre et la pierre. Donc voici les 5 éléments de base qui nous permettent de construire tout derrière. Donc par exemple, pour construire un sphinx, il faut un artisan, une pierre, un marbre. Voilà, un truc de construction toute bête. Et ensuite, si on construit des choses, on gagne plus ou moins de talents, puisque les points de victoire ici sont des talents. Donc on va construire des objets, on va réunir des cartes, et on va avoir des points de victoire pour essayer de gagner la partie, mais toujours en étant le moins corrompu. Donc je vais installer le jeu, là, ce plateau-là. Pour l'instant, je vais le pousser de côté, parce que là, il prend beaucoup de place devant la caméra, et je vais jouer avec les cartes surtout. Place aux cartes. Donc les cartes, les voici. Il y a globalement trois types de cartes. Il y a les cartes que je vais présenter tout à l'heure, les classiques, les constructions habituelles. C'est celles qui sont les plus nombreuses. Et puis il y a d'autres cartes qui vont être des cartes corruption. Il y en a deux types différents. On les remarque déjà, les cartes corruption, par leur couleur un peu plus sombre. Vous voyez là, on est sur du bleu foncé rouge, et là c'est du clair. Et aussi surtout par le petit crocodile qui représente le dieu Sobek, qui est le symbole commun de toute la corruption dans ce jeu. Regardez, elle est même sur les pyramides. Donc, dans les corruptions, nous avons deux types de cartes différents. Nous avons celles qui sont des artisans ou des pierres, enfin des ressources de corruption. En fait, ce sont les mêmes ressources que les autres, sauf qu'elles sont doubles. Donc, une carte vaut 2.
Ensuite, nous avons les cartes des adorateurs de Sobek, qui sont des cartes plus d'action, des cartes où il faut lire le rôle, le personnage. Donc là, tout est décrit, ne vous inquiétez pas sur l'aide de jeu ici. Donc je ne vais pas en parler, vous allez les utiliser. Elles coûtent plus ou moins de corruption, certains en coûtent 2, d'autres 1. Donc là, attention à ces pénalités. Il y a des adorateurs de Sobek qui sont chers en corruption. Donc voilà, dès qu'on utilise une carte corruption, on met le nombre de jetons équivalent dans sa pyramide. La pyramide sert à mettre les jetons de corruption cachés du coup pour les autres joueurs. Comme une petite tirelire. On inclut. Alors faut pas trop faire, c'est pas comme les tirelires, faut pas mettre trop d'argent là-dedans. Les cartes, on en distribue, on mélange tout, on en distribue 3 à chaque joueur, face cachée. Donc chaque joueur récupère 3 cartes. Ensuite, le paquet qu'il nous reste, donc là j'ai donné les cartes à tout le monde. Le paquet qui nous reste, on le mélange comme ça. On met un paquet face cachée, un paquet face non cachée, face visible. On mélange. Et hop, mon paquet est mélangé. Donc vous voyez là, le paquet est mélangé. Il y a des cartes visibles et des cartes non visibles qui s'enchaînent. Donc là, voilà, ça se mélange comme ça. Et donc du coup, à ce moment-là, on va créer un marché. Le marché qui va être commun à tous les joueurs. Le marché qui va être plutôt au centre de la table. Donc vous voyez, la construction, tout ce qui est construction, on met ça plutôt loin. Là, vous voyez le bord de ma construction. On voit pas la caméra parce que j'ai fait une sorte de zoom. Et on met plutôt le marché au centre de la table. Le marché, comment on l'organise au début? On met une carte, on met 3 paquets de une carte. Donc 3 paquets de une carte, comme ça. Donc. Et on ne change pas l'orientation. C'est-à-dire que les cartes qui sont non visibles, elles restent non visibles, les cartes visibles, elles restent visibles. Et les autres cartes sont comme ça, donc effectivement, là on voit que la prochaine carte, ça sera un contrebandier, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Maintenant, à son tour de jeu. À son tour de jeu, un joueur a 2 possibilités. Et il doit choisir entre ces 2 possibilités. Qui sont très très simples, c'est du classique même. La première possibilité, c'est prendre des cartes, visiter, ce qu'on appelle visiter le marché, donc prendre des cartes au marché. Et la deuxième possibilité, c'est d'acheter des éléments du palais. Donc la première possibilité, c'est aller au marché. Aller au marché, c'est très simple. On va au marché, on prend une des colonnes qui sont disponibles. Une des 3. Donc par exemple, là, le joueur il prend celle-là. Voilà, il la récupère dans sa main. Dans sa main avec ses 3 autres cartes. Une fois qu'il a pris sa carte, le joueur va remplir le marché. Il va le remplir comme il a envie, avec son choix. Donc il prend les 3 premières cartes et il remplit les endroits. Donc par exemple, il met ça là, il met ça là, il met ça là. C'est le joueur qui choisit où est-ce qu'il place les cartes qu'il a envie de poser. Donc c'est lui qui choisit comment il peut embêter globalement le joueur successif. Parce que le but du jeu là, c'est quand même d'embêter. Donc voilà. Une règle, une fois, parce que là, du coup, le tour aller au marché est fini. Une règle importante, c'est qu'on peut avoir dans sa main que 10 cartes. 10 cartes en main. Si un joueur a plus de 10 cartes, et il peut en avoir vraiment plus, parce qu'au marché, on peut prendre de 5, 6, 7 cartes. Donc il peut dépasser. Si le joueur a 10 cartes en main, paf, donc là, j'en ai pas du tout 10, donc je vais en reprendre quelques-unes pour faire 10. Hop. 10 cartes, ça passe. Plus de 10 cartes, il y a 2 choix. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. J'ai 13 cartes, ce qui est très bien. Le joueur a 2 possibilités. Soit il décide de tout garder. S'il décide de tout garder, il doit payer. Il doit se faire corrompre, parce que c'est ça le paiement, en fait, c'est d'être corrompu. Il doit mettre dans sa pyramide 3 jetons. 13, 3 jetons, 13 moins 10, 3. La différence avec 10. S'il a 15 cartes et qu'il a envie de les garder les 15, il met dans sa pyramide 5 jetons. C'est dur, c'est comme ça. Ou sinon, le joueur peut, s'il veut, mais il peut, et du coup il est obligé de le faire, défausser 3 cartes qu'il décide. Il défausse 3 cartes. Voilà. Il défausse, il met ça dans la défausse. Donc il y a une défausse.
Et par contre, là, il doit seulement payer une seule corruption. Donc il y a une différence, regardez 3 cartes et se défausser de 3 cartes. Se défausser de 3 cartes, on paye une seule corruption, on garde les 3 cartes, 3 corruptions. Donc voilà, une vraie différence. Par contre, si vous avez 11 cartes, les deux options sont équivalentes au niveau des corruptions. Après, ça peut être toujours intéressant de se défausser de quelques cartes, notamment les cartes corrompues qu'on n'a pas envie d'utiliser. Puisqu'à la fin, les cartes corrompues coûtent. Maintenant, la seconde phase. Et là, je vais vous montrer l'atelier. Alors, c'est parti. Donc, quand on construit, on va construire avec le chantier. Le chantier qui est ici, où nous avons les éléments. Alors, un élément est un peu spécial par rapport aux autres, ce sont les mosaïques. Les mosaïques qui sont dans l'atelier ici. Les mosaïques, il faut les mélanger au début de la partie, donc on les mélange. Et ensuite, on les pose ici, et il faut garder cet ordre-là. On ne pourra pas bouger cet ordre. Donc ça, c'est important pour avoir une vision des mosaïques. Le reste, on peut les bouger autant qu'on veut, puisque ce sont des éléments qui sont identiques les uns par rapport aux autres. Il n'y a que les mosaïques qui changent. Pour cette explication de règles, vous allez vous munir de cette aide de jeu, parce que on va la suivre en fait au fur et à mesure, et on va la lire, on va voir ce qu'on gagne à chaque fois. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour construire des éléments du palais, on doit fournir en ressources. Ça, je ne vais pas trop l'expliquer. Juste expliquer, comme j'ai expliqué les cartes corrompues. Si par exemple, là, pour un montant de porte, il me faut 2 artisans et j'utilise une carte double artisan corrompu, le nombre de cartes corrompues que j'utilise, je mets ça dans ma pyramide. On ne peut pas faire de la monnaie, c'est-à-dire que si je dois payer une pierre et que j'utilise une carte artisan corrompu de 2 pierres, c'est la pierre qui était en trop est perdue, en tout cas sur ce point-là. La chose la plus importante, non, c'est pas du tout la chose importante. Une chose importante dans ce jeu-là, ça va être aussi de construire plusieurs éléments du palais à chaque fois qu'on va dans la carrière. Donc, parce que construire un élément, c'est bien, ça nous fait perdre un tour, mais c'est bien, mais construire 2, voire 3 éléments, c'est beaucoup mieux, puisqu'à chaque fois, c'est marqué tout en haut de la ligne, si on construit 2 éléments du palais pendant le même tour, on reçoit 2 talents supplémentaires à la somme de talents déjà qu'on avait gagné, et si on a construit 3 éléments du palais, on construit 5 talents supplémentaires. Donc ça vaut le coup de construire plusieurs éléments du palais en même temps, on peut aller jusqu'à 3. Sachant que, par exemple, tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai expliqué que si on utilise 2 pierres à la place une carte corrompue, la pierre en trop est perdue. Sauf que si on construit 2 éléments du palais en même temps, en fait, notre double pierre peut servir pour les 2 constructions. On peut étaler cette carte corrompue aux 2 constructions qu'on est en train de construire. Donc il faut en profiter. Maintenant, je vais expliquer, mais ça va être très rapide parce que c'est écrit, donc je vais expliquer les différents objets et surtout où ils se mettent dans le jeu et combien de talents ils font gagner. Parce que c'est ça qui est intéressant. Donc je pose ma carte et on regarde ainsi de suite. Je la pose pour être plus libre de mes mains. Nous allons commencer par l'objet le plus simple qui est à construire, c'est l'obélisque. C'est pas le plus simple à construire, c'est le plus simple à expliquer. L'obélisque, il fait gagner 12 talents chacun, il coûte 3 artisans, donc 2 bois et 2 pierres. Et les obélisques, c'est très simple. Si on fournit de quoi faire, on les construit, on le place ici. Voilà. Et ça vaut 12 talents, donc c'est pas mal. Et il n'y a aucune autre condition, c'est 12 talents par pièce. Ça va être exactement la même chose pour le trône. Le trône, on place d'abord le piédestal, qu'on le met ici, je ne sais pas si on voit, oui, on voit, il est vraiment à la limite, hop, ici. Et ensuite, on place le trône. L'ordre est important parce que c'est mieux quand même de mettre le piédestal avant le trône, parce que c'est plus logique. Mais par contre, il n'y a aucun point de victoire en plus si on construit le trône ou si on construit le piédestal, c'est 12 points chacun et on regarde ici ce qu'il faut. Donc ça, c'est des éléments très faciles à comprendre. Ensuite, nous avons assez facile à comprendre, mais il faut quand même
il y a une petite astuce, c'est le sphinx. Le sphinx, c'est ce qui est le plus facile à construire, quasiment. Le sphinx, en fait, les sphinx, ils vont par deux, puisqu'ils se mettent ici. Vous voyez, il y a 6 emplacements pour le sphinx. Voilà, ici, ici. Et on les construit un et l'autre en face de l'autre. Alors, c'est marqué sur la règle, ce qui est important sur la fiche. Ce qui est important pour le sphinx, c'est que le premier sphinx que l'on place, il vaut 2 points. Celui qu'on place en face, il vaut 5 points. Donc il vaut mieux placer le deuxième que le premier. Donc, globalement, les joueurs qui placent des sphinx, souvent, ils placent les deux en même temps pour gagner 2, plus 5, plus 2 supplémentaires. Donc 9 points. Mais c'est pas obligatoire. Parfois, on place qu'un seul sphinx parce que ça nous arrange. Ensuite, pour les autres. Alors, pour les autres, je vais d'abord expliquer la mosaïque, puisque les autres dépendent de la mosaïque. Enfin, les colonnes dépendent des mosaïques et les portes dépendent des colonnes. Donc voilà. Les mosaïques se placent sur le jardin. Au niveau du jardin. Si on regarde bien, au niveau des jardins, il y a des fourrés là. Et bien, quand on construit une mosaïque, on prend la mosaïque, hop, et on la pose quelque part où ça nous arrange sur le jardin. Là où on peut le placer. Globalement, c'est là où on peut le placer. Donc voilà. Pouf. On le place où on veut. Et on gagne le nombre de points équivalent au nombre de... Enfin, c'est 4 talents, une mosaïque de base, c'est 4, plus 1 talent par fourré sur lequel on s'est posé. Oui, plus on écrase de la végétation, mieux c'est. Pourtant, on est dans un désert, on devrait faire attention, mais c'est comme ça. Cléopâtre n'était pas réputée pour son écologie. Donc là, il faut écraser du fourré. Donc, plus on va sur du fourré, plus on y va, plus on gagne des points. Donc là, par exemple, pour celle-là, je gagne 4 points parce que c'est une mosaïque, et donc ça gagne 4 points pour mosaïque, plus 1, 2, 3 points ici. Celle-là, c'est 5 points, plus les 5 sont placés au bon endroit, donc c'est 4 points plus 5, donc ça fait 9 points. Voilà pour les mosaïques. Donc, on place des mosaïques. Alors, dans les mosaïques, il y a aussi un système de... il y a les statues d'Anubis qui vont se mettre ici. Donc, je vais expliquer les statues d'Anubis plus tard. D'abord, j'explique toutes les constructions. C'est parce qu'on va placer les murets. Les murs, avec les colonnes, c'est des murs comme ça. Si vous regardez bien, il y a des petites encoches qui sont tout autour de la boîte. Il y en a 9 au total. Il y a 9 encoches, 9 emplacements d'encoches. Et il y a 9 murs, ça tombe bien. Regardez, ce sont des encoches bleues. Oui, il y a des petites encoches là. Il n'y a pas d'encoche au coin, et là il y a une encoche verte. Mais cela, ça sert à rien. Les encoches bleues, et en fait, il y en a tout autour sur les 3 façades extérieures du palais. Et oui, car les murs se placent ici. Alors, je ne sais jamais comment ils se placent, voilà. Ils se placent tout autour. Donc ici, voilà, tout autour. Donc on va les placer, c'est assez facile à construire, hein, un mur. Ça coûte un bois, une pierre, un artisan, c'est assez simple, ça vaut pas grand chose. Hein, c'est 3 talents plus 1 talent par case de mosaïque qu'il touche. Donc par exemple celle-ci, elle fait gagner 3 talents plus 1 talent parce qu'elle touche une mosaïque. Voilà, elle touche une case mosaïque. Celle-ci fait gagner 3 talents, plus 1, 2, 3, parce qu'elle touche 3 cases mosaïques. Ici, si j'en avais mis une, elle gagnerait qu'un, alors que si je retourne cette pièce-là, elle en gagne 2. Donc voilà, ça fait gagner 2 talents. Voilà pour les murs. Donc on regarde le nombre, les mosaïques qui sont là. Donc généralement, on construit les murs après les mosaïques, mais encore une fois, c'est un choix des joueurs. Et enfin, il y a les portes. Les portes qu'on place ici et ici. Voilà. Alors moi j'ai tout flingué, mais ce qui n'est pas grave en fait parce que j'en ai plus besoin. Les portes qu'on place ici devant la porte du palais. Alors les portes, une porte, quand je construis une porte, je gagne 4 talents de base, plus 1 talent pour chaque élément du mur qui est dans la continuité de la porte. Donc vous voyez, cette porte-là est dans la continuité de ce mur-là, donc ça fait 1, 2, 3 talents en plus. C'est la continuité sans trou. Par exemple là, il n'y a qu'un seul talent supplémentaire, puisque ça fait 4 plus 1, et là il y a un trou. Donc c'est sans trou.
Donc si on construit la porte à la fin de la partie, si les 9 murs sont construits, bah, ça fait 4 plus 9, ça fait 13 points. Ce qui fait un sacré pactole pour une porte. Voilà comment se construisent tous les éléments du jeu. Une chose qu'on doit faire à la fin d'une étape de carrière de construction, c'est lancer les dés des prêtres, que j'ai mis tout derrière là-bas, il est planqué derrière là-bas. Donc je vais passer ma main comme un goré et sûrement la tête. Voilà. Alors là, nous avons le sanctuaire des prêtres, le temple des prêtres, et nous avons des dés. Le premier qui a crié Dédé quand j'ai dit les dés, ben, il a crié des dés, comme beaucoup font. Donc je lance les dés. Regardez ces dés-là, c'est des dés assez simples, hein, où il n'y a que des faces blanches. Ah, intéressant. Et non, il y a une face prêtre. Donc ça c'est un prêtre, et le reste, ben, voilà. Donc tous les dés les 5 dés sont identiques, et celui qui construit une partie du temple va lancer les 5 dés. Il lance les 5 dés, mais de manière totalement naturelle, hein, il lance les dés. Et il réunit le ou les prêtres qui sont apparus, il le pose dans le temple. Le deuxième joueur qui va construire va aussi lancer du coup les 4 autres dés, pas celui qui est déjà placé, parce qu'on ne relance pas un prêtre déjà dans le temple, on ne le remue pas celui-là. Et voilà, donc ça fait un dé supplémentaire, et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'au moment où les 5 dés sont formés. Donc c'est au tour d'un joueur, donc ça peut être plus ou moins long, hein, ça peut arriver dès le premier tour, ça peut arriver au dernier tour, ça dépend. Un joueur vient donc de déclencher un lancer de dés pour la dernière construction qu'il vient de faire, et il vient de montrer le cinquième prêtre qui arrive ici. Il déclenche donc, comme je viens de le dire, l'offrande des dieux. L'offrande des dieux peut donc arriver en début de partie, puisque les 5 dés, il y a des chances que ça tombe très rapidement, ou ça peut tarder avant d'arriver en fonction des lancers de dés. On est sur de lancers de dés. L'offrande de Dieu, c'est quoi? C'est un moyen de se défausser de corruption, ou de se faire bien défoncer par la corruption. Puisque c'est un moment où les joueurs vont jouer une enchère. Une enchère avec quoi? Avec la seule chose qu'on peut enchérir, et la seule chose qu'on a, c'est du talent. Et ça, je peux vous dire que du talent, il y en a qu'en ont. Et le talent, ici c'est des points de victoire, donc chaque joueur va prendre dans sa main des points de victoire, à lui, des points de victoire qu'il possède dans son jeu, qu'il a durement acquéris pendant toute la partie. Il met des points de victoire comme ça dans sa main, tous le mettre dans la main cachée, et on va tous le montrer en même temps. Les points de victoire qui ont été mis dans les mains sont défaussés, donc on les a gagnés durement et on les a perdus lâchement. Et à ce moment-là, celui qui avait misé le plus de talent, qui a perdu le plus de talent, il a le droit de prendre sous sa pyramide 3 corruptions, 3 jetons corruption. Donc il se défausse de 3 jetons corruption. Il est content, il est heureux. Le deuxième joueur, quant à lui, doit rajouter un jeton corruption. C'est moche. Il y a une vraie différence entre le premier et le deuxième. Le troisième joueur doit poser 2 jetons corruption. Le quatrième joueur, 3 jetons corruption. Et le cinquième joueur, celui qui a misé le moins, il doit poser 4 jetons corruption. Sachant qu'en cas d'égalité, on prend ce qui est le mieux. C'est-à-dire s'il y a 2 premiers joueurs, ils peuvent tous les deux se défausser de 3 jetons. S'il y a 3 premiers joueurs, ils se défaussent tous les 3 de 3 jetons. Donc on fait toujours ce qu'il y a de mieux. Le cas le plus critique, c'est un cas où, par exemple, 4 joueurs misent la même chose et il y a un dernier. Là, dans ce cas, les 4 se défaussent de 3 et le dernier s'en prend 4 dans la tronche et là, il galère grave. Quand on joue à 3 ou à 3 ou à 4 joueurs, on fait la même chose, mais sauf qu'il n'y a personne qui s'en prend 4. Bon, c'est moins drôle. Donc voilà, c'est un moment assez douloureux, l'offrande pour le grand prêtre, c'est un moment de tension, où tout le monde a peur, puisque là, il peut y avoir, ça peut faire vraiment très mal. Une fois que l'offrande a été faite,
on enlève les 5 dés et rebelote, on recommence et on relancera à chaque fois les 5 dés quand on construira. Et ça peut vite revenir, ou il peut n'y avoir qu'une seule offrande sur toute la partie. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des offrandes dans une partie, c'est grand max, il y en a 2. Ouais, non, grand max, il y en a 3, mais c'est très rare. Ça dépend, mais vu que c'est un peu c'est un lancer de dés, hein, donc ça peut venir. Donc voilà pour les offrandes et pour toute la partie construction. Maintenant qu'on a bien avancé dans la construction de notre temple, il y a 2 petites statuettes qui sont dans votre matériel, qui sont à votre couleur que vous avez vu. Ce sont les statues d'Anubis. Les statues d'Anubis sont ici, et les statues d'Anubis vont venir dans le jardin pour créer des sanctuaires d'Anubis qui vont vous aider, bien vous aider. Alors, comment ça se joue du coup comment ça se joue les sanctuaires? C'est au moment où on construit des mosaïques. Au moment où on construit une mosaïque, si je pose une mosaïque, je peux la poser par exemple ici. Et en fait, je viens de créer, sans le savoir, mais en fait je le saurai pendant le jeu, un petit sanctuaire ici. C'est un sanctuaire puisque c'est un endroit où il ne peut plus y avoir aucune pièce de mosaïque. C'est un endroit où il n'y a plus de pièces qui peuvent rentrer dedans. Je peux regarder, alors je ne peux pas vraiment regarder, mais dans l'aide de jeu, hop, vous avez ici toutes les formes possibles, imaginables pour les mosaïques. Donc il suffit de regarder, est-ce que cette forme existe? Eh bien non, cette forme n'existe pas. Du coup, là, je peux créer mon petit sanctuaire avec mon petit Anubis. Voilà, je place mon Anubis ici. Le joueur suivant, par exemple, peut créer un Anubis. On peut créer un Anubis sur un fourré, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais prendre un Anubis blanc. Voilà. Ces sanctuaires permettent à la fin de la partie de pouvoir déposer tranquillement des petits jetons corruption qui est traîné au fin fond de notre pyramide. Et donc, du coup, à la fin de la partie, on peut prendre un petit jeton corruption, hop, et le poser ici. Ce qui nous permet de défausser quelques jetons corruption. Si on a corrompu comme un porc, ça peut être pas mal en fin de partie. Des petits détails par rapport au sanctuaire et à la construction de sanctuaire. Regardez, imaginons on était dans ce cas-là. Si je pose ici ma mosaïque, on est bien d'accord que là je viens de créer 2 sanctuaires. Eh bien je ne peux pas, c'est interdit, je ne peux pas déposer mes 2 Anubis dans le sanctuaire. Donc peut-être que quelqu'un va venir me piquer mon petit sanctuaire ici. C'est possible. De plus, il peut y avoir des cas spéciaux où... Alors. Voilà, c'est ça que je cherche. Et donc du coup, excusez-moi, hein, je suis pas très bien organisé sur ce coup-là. Imaginons, j'étais comme ça. Voilà. Je pose ici. Ok, très bien. J'ai envie de poser un sanctuaire ici. Sauf que, hey, elle existe cette carte. Donc là, j'ai pas le droit de poser mon sanctuaire. J'ai pas le droit de poser mon Anubis ici. Cependant, si cette carte-là a été déjà posée ailleurs, dans ce cas-là, elle n'existe plus dans la construction. Donc si je pose ici mon Anubis, je peux poser tranquillement ici. Voilà. Et là, j'ai un sanctuaire de 5 qui est plutôt la classe. C'est un sanctuaire qui vaut le coup. Donc les sanctuaires jouent un vrai rôle dans la construction de la mosaïque. On joue vraiment un peu à Tetris là ici. Donc voilà pour les sanctuaires et les poses d'Anubis qui servent en fin de partie. Donc essayez de poser vos 2 Anubis, ça vaut le coup. Voilà. Je décale tout ça. Pour la fin de partie ou pour quelques autres petits détails du jeu, nous avons aussi, parce que vous avez dû remarquer que nous avons aussi, j'ai pas pris ma couleur, hop. Donc nous avons aussi les petits bateaux qui sont ici, c'est des bateaux qui voguent sur le Nil, bah oui, parce que vous n'avez pas faire un jeu sur Cléopâtre sans Nil. Et donc ces petits bateaux qui sont ici, ils voguent sur l'eau. Et les petits bateaux, en fait, ils correspondent à une ressource au choix. C'est pour ça qu'il y a les 5 ressources qui sont ici. Ça correspond à une ressource. Donc on peut utiliser en tant que joker d'une ressource. Voilà.
Donc vous allez dire trop bien, c'est génial. Oui, sauf qu'on hésite un peu à les utiliser puisqu'en fin de partie, elles valent W point. Non, c'est un 3. Mal fait, mais c'est un 3. Donc elles valent 3 points en fin de partie si on arrive à ne pas les utiliser pendant la partie. Donc parfois on essaie de les utiliser plutôt avec parcimonie. Voilà. Donc voilà pour Cléopâtre, je pense avoir quasiment tout expliqué. Maintenant j'ai plus qu'à expliquer la fin du jeu. Pour la fin du jeu, hop, regardez, hop, 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 hop. Et voilà, on reprend le plateau initial. Et il faut que je retrouve Cléopâtre que j'ai balancé tout à l'heure. Voilà. Alors, regardez devant Cléopâtre, elle est placée ici. Nous avons ici une Cléopâtre dessinée et ici une Cléopâtre en plastique. Cléopâtre qui est ici, elle a devant elle 5 cases. En fait, elle va augmenter d'une case à chaque fois qu'un type de construction est complètement terminé. Par exemple, dès que les 6 sphinx sont terminés, hop, elle avance d'une case. Dès que les 2 obélisques sont construits, hop, elle avance d'une case. Dès que les 2 trônes, et ainsi de suite. Il y a 6 types de construction différents. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un type de construction qui ne sera pas terminé. Donc, puisque le jeu s'arrête à 5. Dès qu'elle atteint la case 5, le jeu s'arrête immédiatement. Direct. C'est fini. On ne joue pas un tour de plus. Il n'y a pas un tour de table de plus. Non, le jeu s'arrête. Immédiatement. Le jeu s'arrête. Et là, les joueurs vont commencer à flipper. Déjà, premier gros flip, c'est les joueurs vont regarder les cartes qu'ils ont en main. Et ils vont devoir se les défausser. Alors, toutes les cartes classiques de ce genre-là, pas de souci. Ça, on les défausse gratos. Sauf que, si jamais dans sa main, le joueur avait des cartes un petit peu méchantes, là, comme ça, des cartes corrompues, et qu'il ne les a pas utilisées, en fait, il perd le nombre de points de corruption qu'il aurait, c'est pas une carte corrompue, qu'il aurait perdu en les ayant. Donc, par exemple, là, il va perdre 2, plus 2, plus 1. Il va se rajouter des points de corruption. Donc, dès que le jeu se termine, tout le monde se défausse des cartes, et tout le monde gagne des corruptions pour toutes les cartes qui ont été défaussées. Ça douille. Donc une fin de partie peut faire très très mal. Tous les joueurs ont un tas de corruption bien rempli dans leur pyramide. C'est la fin de la partie. On lève la pyramide, on soulève la pyramide, et là, 4 joueurs se moquent de un dernier joueur. Le dernier joueur, c'est celui qui a le plus de corruption, qui meurt. Il est envoyé au lieu de Sobek, au dieu crocodile, alligator crocodile, peu importe, crocodile je pense, au dieu crocodile Sobek. Les autres font la danse de la joie et peuvent regarder qui a le plus de points de victoire, et celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie, comme souvent dans des jeux. Et si plusieurs joueurs étaient les plus corrompus, ils meurent tous les deux. Si 4 joueurs sont les plus corrompus et sont à égalité au nombre de corruptions, ils meurent tous les 4 et le dernier joueur, même s'il a été nul pendant toute la partie, c'est lui qui gagne. Voilà comment se joue à la fin, donc c'est assez violent. Si jamais il y a égalité, c'est celui qui a le moins de jetons corruption dans sa carrière qui gagne. Si par exemple il y a un joueur qui a été éliminé et les joueurs sont à égalité, c'est celui qui en a le moins qui gagne la partie. Voilà pour ce jeu où la part de chance est fortement présente. Dans le tirage et cartes, notamment des tirages et cartes dans le marché qui sont face cachée. Je ne cache pas que parfois on a des bonnes surprises, parfois on a des surprises un peu dégueu. Et un jeu plutôt sympa avec cette fin un peu tendue avec les jetons corruption qu'on perd un peu de vue au bout d'un moment. Donc voilà, Cléopâtre, un super beau jeu de Day Wonder qui, je trouve, n'a pas la réputation que le jeu devrait avoir. Voilà. J'adore ce jeu.